Tigres, requins, gorilles, enfants, garibusets, l'histoire du cinéma est bourrée de metteurs en scène qui ont dû gérer des bestioles hostiles. Et c'est pas Marie-Ange Nardi qui dira le contraire. Quand Titi a quel âge? Il a 16 mois. Bon, généralement les mesures de sécurité sont légion, et entre dresseurs, cascadeurs, doublures et compagnies d'assurance au bord de la syncope, il est rare que quelqu'un se retrouve blessé. Quand ça arrive, bon, ça relève plutôt du cas isolé. Sauf avec un film comme Roar, réalisé par Noël Marshall et sorti en 1981, ou roulement de tambour issu d'une banque de sang lambda, pas moins de 70 membres d'équipe ont été blessés. Je répète, 70 membres. Ça fait beaucoup là, non? Comment en étant arrivé là, vous me demanderez? C'est une bonne question. Et vraiment, vous avez bien joué. As-tu la réponse, jauge de Murphy, qui va évaluer le niveau de poisse du projet? Pas. Vous êtes prêts? C'était pas ma guerre! Nous sommes en 1969. Le producteur et agent Noël Marshall rend visite à son actrice de femme Tippi Hedren au Zimbabwe, où elle tourne le film d'aventure Satan's Harvest. Filmed entirely on location in exotic Africa, George Montgomery and Tippi Hedren star in the supercharged action-adventure Satan's Harvest. Profitant d'un temps mort dans la production, le couple part se balader en safari juste à côté, au Mozambique, et tombe sur une baraque abandonnée où vivent des lions dans le plus royal calme bestial. Très marqué par ce moment, Marshall est soudainement inspiré, et il se met dans la foulée à écrire un scénario qui raconte l'histoire d'un original amoureux des fauves, rejoint par sa famille dans la jungle africaine, où ils vont tous vivre au contact d'animaux que la moindre once de bon sens inciterait à fuir en battant des bras comme Olive Oyl. Les rôles principaux seront tenus ni plus ni moins par Marshall lui-même et Tippi Hedren, qui était jusque-là principalement connu pour avoir tenu le rôle principal dans Les Oiseaux de Hitchcock, mais est aussi une fervente militante de la cause animale. Alors, comme les fauves dressés séparément ont tendance à ne pas bien cohabiter, Marshall et Hedren achètent un ranch au nord de Los Angeles, dans la vallée de San Fernando, et se mettent à élever leurs propres animaux, au nombre de 150. Qui sont donc apprivoisés, ça ouais, mais pas dressés. La nuance a son importance. La douce odeur d'embrouille qui pointe à l'horizon aussi. La famille Marshall acquiert rapidement une réputation d'excentrique, et même le magazine Life finit par leur consacrer un reportage photo, qui est resté assez culte. Le budget de Roar est estimé à 3 millions de dollars, dont une large partie est financée directement par Marshall et Hedren eux-mêmes, qui hypothèquent d'ailleurs leurs biens pour l'occasion. Avec Roar, Marshall rêve d'un film montrant une communion harmonieuse et poétique entre l'homme et la nature, tout en sensibilisant le public à l'extinction de certaines espèces sauvages de la main directe de l'homme, que ce soit pour le sport ou la revente. Mais... Les prises de vue commencent début 74, au milieu d'une cohorte de fauves imprévisibles et dans un bout de Californie censé figurer des paysages africains. Les enfants des deux personnages principaux sont joués directement par les fils de Noël Marshall, Jerry et John, mais aussi par la fille de Hedren qui n'est autre que Melanie Griffith. Car quitte à se mettre en danger, c'est aussi sympa d'en faire profiter les gosses. C'est non. Sans surprise, avec l'effervescence du tournage qui excite les animaux, et qui du coup confondent jouets et déchiquetés, les attaques se multiplient assez vite. Le directeur photo Yann de Bont, oui, le gars qui réalisera notamment Speed quelques années plus tard, se fait littéralement scalper par un lion. Ça, c'est lui. Et il est revenu tourner après. Ouais. Melanie Griffith, elle, est seulement mordue à la tête et doit passer par la case chirurgie reconstructive. D'ailleurs, la scène a été gardée dans le film, c'est celle-là, et c'est méga glauque. Au-delà de profondes coupures, Tippi Hedren se retrouve quant à elle avec une jambe cassée, après avoir côtoyé un éléphant de trop près. Et en allant rendre visite à Noël Marshall, qui est momentanément hospitalisé pour une multitude de plaies qui se sont transformées en gangrène, elle se rend compte qu'elle a aussi chopé la dite gangrène. Alors, je pourrais continuer le listing, il est interminable, mais le détail des attaques est dispo un peu partout sur internet, donc on va en rester à ce que j'ai dit en intro. Un bilan de 70 personnes blessées à différents niveaux de gravité. Les remplacements de techniciens sont incessants, bien sûr, ça court dans tous les sens. Tout le monde fait tout, c'est un bordel infâme. One time they all quit. It was like someone called rap or cut or something at lunch. Everybody wondered where the whole crew was going, and the whole crew went, "This is nuts. This is nuts. We can't do this. This is nuts." And like 16 professional camera people went that way. Et même John Marshall, l'un des fistons à l'écran et à la ville, doit s'improviser cadreur et pointeur. Well, that was because I could pull focus with one hand, and I was really good at guessing distances. But I had a stick in my other hand. I could make sure we didn't get bitten because there were never enough people to protect the camera crews. Cela dit, comme Marshall et Hedren continuent à financer quasiment tout de leur poche, puisque les investisseurs japonais et britanniques se sont retirés du projet, pas fou les mecs, ils n'ont qu'une deadline. Noel comes running out of the set, completely naked, with blood pouring down his body from these 2 puncture wounds from a bite, screaming at this lion which is running in front of him. Just as this group of like 10 Japanese businessmen are walking up, and
Here's their producer, director, star, completely naked, blood all over his body. Et ceci combiné à la gestion chaotique des fauves, le tournage s'éternise. En 78, une inondation détruit les décors et tue plusieurs animaux, et la production est donc interrompue. La catastrophe naturelle traditionnelle des tournages maudits ayant lieu, on est donc tranquille ? C'est non. En 79, un incendie détruit une partie du ranch. Certains vont jusqu'à dire, en se signant, qu'il s'agit ni plus ni moins de la malédiction de l'Exorciste, dont Marshall a été un des producteurs exécutifs quelques années avant, entre deux morsures de lion, en même temps qu'il était l'agent de William Peter Blatty, l'auteur et scénariste du film. L'Exorciste, un carton sur lequel Marshall a d'ailleurs touché 0 peanuts, la faute à un contrat mal négocié. Zut, flûte, cacaboudin. Et du coup, en parallèle, il s'est rabattu sur la production de publicité pour remplir les caisses. Et finir Roar. Même si bon, je pense que dans tous les cas, Pazuzu a eu la présence d'esprit de ne pas foutre les pieds dans cet enfer. Bye. Les prises de vue étaient censées durer 9 mois au départ. Elles auront finalement duré 6 ans. Une bien longue attente. Pour un budget final qui aura grimpé à plus de 17 millions de dollars. Quant à la post-production, y a pas grand chose à dire en fait. Les bestiaux n'ont buté personne en salle de montage. Roar sort finalement en 1981. Enfin, sort. À cause d'un conflit avec les distributeurs, le film sort à l'international, mais pas aux États-Unis. Bonjour le paradoxe. Il n'aura finalement qu'une pauvre exploitation par-ci par-là grâce à Filmway Pictures et Alpha Films. Tout ça 11 ans après le début de l'écriture. Résultat, Roar bite sévèrement en ne rapportant que 2 maigres millions de dollars. Au passage, il se fait aussi éreinter par la critique, qu'il qualifie de home movie le plus cher de l'histoire. Initialement prévu comme un film familial et éco-responsable, oui. Roar dégage en fait une sorte de folie qui est trop dérangeante pour le grand public, presque à un niveau subconscient. Grand public qui ne comprend pas à quoi il a affaire, bien sûr. Ce film restera la seule expérience de réalisation de Noel Marshall. Lui et Edren divorceront 1 an après sa sortie, usé jusqu'à la moelle. Quant au ranch du tournage, il est devenu une réserve d'animaux. Roar porte aujourd'hui la douce réputation de film le plus dangereux de tous les temps. Mais une fois l'étiquette mise de côté, qu'est-ce qui reste ? Bon, le film n'est certes pas le pire navet du monde, mais c'est aussi très loin d'être une pépite méconnue. Roar est assez naïf et bordélique dans son exécution, et même si quelque part ça peut le rendre un peu attachant, reste que le propos et la mise en scène n'ont vraiment pas grand chose de passionnant. Niveau visuel, on est vraiment dans l'illustratif. Après, c'est pas étonnant parce que quand tout tourne autour de bestiaux tellement imprévisibles que Marshall les co-crédite à la réalisation, t'as pas trop le choix, faut s'adapter. Alors bon, quand quelque chose d'incroyable se passe devant l'objectif de toute manière, pas besoin d'en faire des caisses niveau réalisation, faut laisser le moment respirer, se déployer, comme dans une chorégraphie d'arts martiaux. Les moments les plus réellement incroyables, c'est presque toujours ceux avec une mise en scène plutôt minimaliste. Bon, ça veut pas non plus dire qu'il faut faire des trucs chiants et pas inspirés, hein, mais l'idée c'est avant tout d'accompagner ce qui se passe, pas de le contraindre. Et dans Roar, c'est typiquement ça. Bonjour. Très peu de mouvements complexes, une caméra sur un pied l'essentiel du temps, et c'est marre. Bon, il y a aussi quelques fantaisies par-ci par-là, comme cette caméra subjective dans un tonneau, pourquoi pas. Mais voilà, par exemple, ce genre de plan de grue, là, laissez-moi vous dire qu'ils en ont pas fait 40. Forcément, le délire du film, ça va pas être de faire de la grosse courte focale à 2 cm des sujets filmés, non. Et on lui pèlera le jonc comme au bailli du Limousin. C'est dégueulasse. Dès que les cadreurs le peuvent, ils se mettent à distance. Pas par choix artistique, hein, mais surtout pour se tailler en cas de pépin. Comme dans beaucoup de documentaires animaliers, en fait. Ce qui donne à Roar un côté un peu distant, voire plat à certains moments. À part, dans les scènes d'intérieur où ils avaient pas vraiment le choix avec les espaces exigus. Là, clairement, si le cadreur déplie sa jambe, là, il peut toucher le fauve. C'est compliqué parce qu'en 6 ans, en tant que metteur en scène, t'évolues. Bon Dieu, parfois, entre le matin et le soir, t'évolues. Donc étaler un tournage sur aussi longtemps, tout en gardant une cohérence visuelle et la foi en tous les choix que t'as fait jusque-là, c'est super tendu. C'est pas Richard Linklater qui vous dira le contraire. Bref, pour capter la folie de ce qui se passait, Marshall avait pas 36 solutions, et la simplicité de sa mise en scène était sûrement le meilleur choix à faire, sinon le seul. Sauf qu'ici, finalement ça en fait une sorte de reportage sur le cauchemar glauque d'une équipe de films. Roar est ressorti en avril 2015, et le distributeur a axé toute sa promotion sur sa dimension choquante, avec un décompte des blessures de l'équipe. Alors, ouais, ça exerce forcément une fascination, et oui, Roar reste une curiosité qui défie le bon sens. Mais ça devient assez vite discutable. Parce que Roar est finalement devenu une sorte de snuff movie grand public, si un tel truc peut exister. Je veux bien que l'histoire d'un tournage donne de l'intensité à ce qui se passe à l'écran, et quand ça finit par ressembler à de la non-assistance à personne en danger, y a un souci. Mon Dieu, on voit la terreur déboussolée des acteurs à l'écran. On voit que ça. Quand une équipe va au-delà de ses limites pour donner vie à une vision artistique, c'est beau. Quand c'est une lubie ingérable qui titille la pulsion voyeuriste, malgré de bonnes intentions de base,
ça l'est un peu moins. Résultat sur l'échelle de Murphy. Où se situe la confection de ce film? Pas. As-tu la réponse, jauge de Murphy? As-tu la réponse, jauge de Murphy qui va évaluer...